Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à ce nouveau webinaire Grands Espaces consacré ce soir au climat et à son évolution, avec un regard particulier sur l'année climatique 2025 et sur l'Arctique, bien évidemment, région qui nous intéresse particulièrement, nous autres grands explorateurs du Grand Nord. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais à vous adresser, de la part de toute l'équipe de Grands Espaces et de moi-même, nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2026, puisque c'est notre premier webinaire de l'année. Nous n'avons pas perdu de temps. Eh bien, je n'ai qu'à vous souhaiter une année riche en découvertes, en curiosité, en émerveillement face aux grands espaces, mais aussi en compréhension des enjeux environnementaux majeurs qui façonnent notre planète. Et c'est ce sur quoi nous allons eh bien, dédier ce webinaire. Alors, c'est vrai que dans un contexte de changement climatique rapide, mieux comprendre le climat, ses mécanismes, ses évolutions, est bien essentiel. Et c'est précisément donc l'objectif de ce webinaire, prendre le temps de revenir aux bases, de vous rappeler ce qu'est le climat, puis d'examiner les constats les plus récents. Alors, nous commencerons par un aperçu du bilan climatologique de l'année 2025 en France, puis à l'échelle mondiale, avant de nous consacrer plus particulièrement à l'Arctique, qui est particulièrement, vous le savez, sensible à ce réchauffement et aujourd'hui en réchauffement record. Alors, pour nous accompagner dans cette réflexion, nous avons le grand plaisir d'accueillir ce soir Pierre Tavernier. Pierre est météorologue, spécialiste aussi des régions polaires. Il a lui-même parcouru l'Arctique durant de nombreuses années, réalisé aussi plusieurs hivernages dans les terres polaires, notamment en Terre Adélie, avec les expéditions polaires françaises, et également au Groenland, avec lequel il a gardé un contact privilégié, donc avec les communautés Inuit, mais je le laisserai se présenter peut-être un peu plus. C'est depuis 2005 qu'il accompagne aussi nos croisières d'expédition polaire, donc peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà rencontré à bord. Croisières sur lesquelles donc il partage son expertise scientifique et son expérience de terrain. Voilà pour cette introduction. Nous allons rentrer donc dans le vif du sujet pour vous aider donc à mieux comprendre les évolutions climatiques récentes et leurs conséquences concrètes. Alors, sans plus attendre, Pierre, je te laisse la parole. Merci Laureline et bonjour à toutes et à tous. Alors le plan a déjà été donné par Laureline. Je vais d'abord commencer par le bilan climatologique et en France parce que c'est à côté de chez nous et qu'il s'est déjà passé des choses remarquables au cours de cette année 2025. Alors, un petit mot sur les événements climatiques en France qui ont marqué cette année 2025. Eh bien, c'est la 50e vague de chaleur que l'on a connue du 19 juin au 4 juillet. Alors, certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, mais on a déjà franchi la barre des 40 degrés en de nombreux points de notre territoire. Et surtout, c'est la 50e vague de chaleur depuis 1947. Et on va voir par la suite que ces vagues de chaleur eh bien, se multiplient. Donc une vague remarquable, assez précoce et assez longue, du 19 juin au 4 juillet, et qui a été suivie dans le même été par une période de canicule au mois d'août. Et sur la carte, vous voyez s'afficher des valeurs remarquables, notamment dans le sud et sud-ouest du pays, où l'on a dépassé plusieurs fois les 40 degrés. On a observé 41,6 degrés à Bordeaux, 41,5 à Toulouse. Ce sont des températures réellement exceptionnelles. Alors, ces deux vagues cumulées, celle de juin-juillet puis celle d'août, ont forcément tiré la moyenne des températures de l'été 2025 vers le haut. Et voici comment elles se situent, ces vagues de chaleur. Alors, il faut être habitué à cette représentation graphique sous forme de bulles. Vous avez à gauche les températures, alors c'est l'intensité,
Il faut savoir que c'est la moyenne sur 120 stations météorologiques en France qui donne la température moyenne. On voit que le plus chaud que l'on ait connu, c'est celle de 2003, avec des valeurs entre 29 et 30 degrés, suivie tout de suite derrière par 2019, mais celle de juin-juillet 2025 se classe en troisième position. Et vous avez donc sur l'autre axe la durée en jours, et là aussi c'est exceptionnel puisque la période de la vague de chaleur de juin-juillet 2025 a dépassé les 15 jours, donc elle se situe en troisième position dans les vagues de chaleur. Et celle d'août 2025 figure également dans le top 10 des vagues de chaleur par sa durée. Donc un été tout à fait exceptionnel en France. Alors pourquoi depuis 1947? Il faut savoir qu'en France, il y a un réseau climatique qui existe depuis le milieu du 19e. Le premier réseau de stations météo a été créé en 1854, mais il y a eu des épisodes, notamment la Première et la Seconde Guerre mondiale, qui ont empêché de réaliser des séries de données durant les guerres, ce qui fait que l'on commence certaines séries de données seulement au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Là, il n'y a eu aucune interruption, et notamment sur ce paramètre vague de chaleur. Voilà pourquoi on débute à cette époque en 1947. Alors, sans surprise, avec deux événements très chauds, eh bien, l'été 2025 se classe en troisième position des étés les plus chauds jamais enregistrés en France, et cette fois-ci depuis 1900, puisqu'on prend une température moyenne et pas simplement le critère vague de chaleur. Donc, vous voyez, avec 22 degrés 2 depuis 1900, on est en troisième position, derrière 2003 et derrière 2022. Donc tout à fait remarquable cet été en France. Au cours de l'année 2025, un jour sur deux a enregistré une température au-dessus de la normale. Alors qu'appelle-t-on normal climatologique? En climatologie, la durée minimale, c'est 30 ans. Tous les 10 ans, on remet à jour une normale, c'est-à-dire, on a commencé par exemple avec la normale 1951-1980, 30 ans de données. On a fait la moyenne des températures sur ces 30 années et on en a donc sorti une normale. Alors on a une normale pour les températures minimales, pour les températures maximales, pour les températures moyennes. Et voilà comment aujourd'hui les médias tous les jours vous situent la prévision du lendemain en vous disant nous serons 1 ou 2 degrés au-dessus ou au-dessous de la normale. Eh bien, lorsque vous voyez qu'en 2025, un jour sur deux était au-dessus de la normale, c'est là encore exceptionnel, mais c'est un signe de l'évolution rapide de notre climat. Et il n'y a pas eu en 2025 que les deux épisodes que j'ai cités, mais il y a eu des épisodes de température anormalement élevées, notamment au mois de mai, ou encore en novembre et au début décembre. Les records de chaleur ont donc été 10 fois plus nombreux que les records de froid. Au final, le bilan provisoire. Alors pourquoi provisoire? Parce que nous sommes au tout début de l'année 2026 et les données climatologiques issues des 120 stations n'ont pas encore été toutes vérifiées, validées. Il faut savoir que certains postes peuvent présenter, par exemple, ce qui pourrait sembler être une anomalie. Donc, il y a pour chaque poste, on va dire, une enquête pour valider les données, à la fois spatiales, c'est-à-dire un poste au milieu d'un département, on vérifie qu'il y a la cohérence spatiale des températures, et temporelle, c'est-à-dire à l'échelle de 2 ou 3 journées. Il ne faut pas qu'il y ait un pic de température entre 2 journées. Ça pourrait être une erreur à la fois de, d'accumulation des températures ou autre, mais d'intégration des températures. Donc le bilan provisoire, il va sortir au courant du mois de janvier ou peut-être un petit peu plus tard, mais c'est que 2025 serait en France la 4e année la plus chaude avec environ 14 degrés de température moyenne. C'est une température à garder en mémoire puisque nous verrons tout à l'heure que lorsque nous serons dans l'Arctique, nous comparerons effectivement des températures moyennes. Donc voilà, pour l'année 2025, 14 degrés au 4e rang des années les plus chaudes depuis 1900. Et puis des indicateurs, là encore j'en parlerai pour l'Arctique, mais il n'y a pas que la température. Par exemple,
du fait que les températures augmentent. Qu'en été, on a des épisodes, des vagues de chaleur, et qu'en même temps, il y a des périodes de sécheresse, eh bien, le risque de feux de forêt a été multiplié par 2,5 pour les 10 dernières années par rapport à une période de référence 1961-1990. 2,5 fois plus de risques d'avoir des feux de forêt, et l'année dernière, 2025, a été marquée par de terribles incendies en France. La température moyenne, elle, sur les 10 dernières années, elle est de plus 2,2 degrés par rapport à la période pré-industrielle, c'est-à-dire le milieu du 19e siècle. C'est tout à fait énorme. Les vagues de chaleur, elles, ont été multipliées par 7 sur les 10 dernières années par rapport à la période 61-90. Ça, vous vous en étiez aperçu. Les pluies extrêmes, notamment les pluies extrêmes en région méditerranéenne, elles ont augmenté de 11% d'intensité. Les sécheresses, on parle là de superficie du territoire, c'est multiplié par 1,5. Nos glaciers qui sont mis à mal par ces hausses de température, si l'on prend le glacier d'Argentière dans les Alpes, il a perdu 14 mètres en équivalent eau. Et dans les Pyrénées, moins 25 mètres pour le glacier d'Ossou. Et puisqu'on parle de glacier, juste en dessous, vous avez l'enneigement. On mesure la hauteur de la neige moyenne au col de Porte, dans les Alpes, à 1325 mètres. Eh bien, sur la période 2024-2025, on a moins 50 cm par rapport à la période de référence. Et enfin, la température de surface de l'océan. Alors, bien évidemment, beaucoup ont apprécié d'avoir des températures élevées sur nos côtes pendant la période estivale, mais c'est tout à fait inquiétant de voir que l'on a gagné 1,5 degré sur les domaines Manche-Atlantique, sur la période 91-2020 par rapport aux 10 dernières années, et plus 0,7 sur le domaine méditerranéen, la Méditerranée qui ne cesse de se réchauffer. Donc voici tous ces indicateurs. Vous pouvez les retrouver sur le bilan que Météo France a dressé pour l'année 2025. Alors, ceci m'amène maintenant à parler de l'année climatologique dans le monde. Là encore, toutes les données n'ont pas encore été validées, mais néanmoins, on a les 11 premiers mois de l'année 2025 et avec une grande certitude, on sait que la température moyenne annuelle, alors vous voyez ici, on va se situer en 3e position dans l'histoire des températures par rapport à la période de référence pré-industrielle 1850-1900. On a franchi les 1,5 degré par rapport à cette période pré-industrielle l'année dernière en 2024, et là on est tout proche avec plus 1,48, à peu près à égalité avec l'année 2023. Donc les 3 dernières années au niveau mondial ont été des années records. Pourquoi est-ce que l'on indique le 1,5 degré? Eh bien, souvenez-vous, lorsqu'à Paris, il y a eu la COP sur le climat, on avait fixé au niveau mondial cette limite à ne pas franchir, plus 1,5 degré. Eh bien, nous y sommes déjà. Dès 2024, on a hélas franchi cette limite, mais il faut voir qu'au niveau mondial, la part, le taux de gaz à effet de serre dans l'atmosphère ne cesse de progresser d'année en année. C'est dire si malheureusement toutes les mesures qui ont été prises pour le climat ne sont pas suivies d'effet actuellement. Alors l'année 2025 a été aussi, et je ne sais pas si vous l'avez su, mais c'était l'année internationale pour la préservation des glaciers. Et ça tombe bien de mettre le focus sur les glaciers parce qu'ils ont été mis à mal durant cette année 2025. Si l'on regarde la perte de glace cumulée de tous les glaciers mondiaux depuis 1980, on obtient, là on est en gigatonnes, on obtient presque 10 000 gigatonnes de glace perdues dans l'ensemble des glaciers mondiaux. Et à droite, vous avez l'équivalent en millimètres, puisque toutes ces glaces terrestres d'eau douce vont finir dans l'océan. Et donc, l'équivalent, c'est 25 millimètres d'eau qui est venue augmenter le niveau des océans. Tout ça, c'est la perte mondiale cumulée des glaciers dans le monde. Alors, cela marque une accélération de la hausse du niveau de la mer. Si vous regardez sur la partie gauche du graphique, sur la période 1990 jusqu'à 2003, on était à une hausse de 2 mm par an, ce qui est déjà considérable.
Mais si on le regarde les 10 dernières années, on est passé à 4 millimètres par an. C'est-à-dire que la hausse du niveau de la mer s'accélère. Alors, on parle de millimètres par an. Cela peut laisser entendre que ce n'est pas grand-chose. Souvenez-vous que 1 millimètre de hausse du niveau des océans, c'est 200 000 à 300 000 personnes impactées sur les littoraux dans le monde. Donc c'est tout à fait considérable. Alors on en vient maintenant à la cartographie de ce réchauffement au cours de l'année 2025. Je l'ai dit, le mois de décembre n'a pas encore été validé, donc pour avoir 12 mois d'évolution, j'ai donc pris le mois de décembre 2024 jusqu'à novembre 2025. Et voilà la température dans le globe sur une année. C'est l'anomalie de température par rapport à une normale 1961-1990. Ce qui saute aux yeux, c'est que d'abord, c'est l'hémisphère nord qui connaît la plus forte hausse de température. Ça, c'est continu depuis que l'on fait des relevés. C'est bien la moitié nord qui se réchauffe le plus. Et ce qui apparaît évident, c'est l'océan Arctique et toutes les côtes de l'océan Arctique qui arrivent à une hausse de température de plus 5 degrés. On parle d'un réchauffement mondial alors vous avez la valeur du réchauffement mondial sur l'année qui est de 1,16 par rapport à la période 61-90. Eh bien, on a 4 à 5 fois plus de réchauffement dans le bassin arctique. Et j'en profite d'avoir ce graphique sous les yeux. Regardez dans l'hémisphère sud, il est bien moins marqué. Néanmoins, près de la péninsule antarctique, il y a aussi un réchauffement assez fort qui dépasse les 2 degrés. Et il y a même certaines zones, notamment le sud de l'Amérique du Sud et certains secteurs de l'Antarctique, qui, eux, ont connu un très, très léger refroidissement de l'ordre de moins 0,2 degrés, mais ça ne compense absolument pas au niveau mondial la hausse généralisée des températures. Donc, l'Arctique s'est réchauffé plus que toute autre région au monde, et ça, cela fait maintenant 40 ans que cela dure. L'hiver 2025 a été le plus chaud jamais enregistré dans l'Arctique. Ici, vous avez une vue polaire, c'est-à-dire le centre du graphique, c'est le pôle Nord, et vous avez en rouge les anomalies de température par rapport à la période 91-2020. Anomalies de température, si vous regardez bien, au centre, entre le pôle Nord, le Spitzberg, et puis la Terre François-Joseph, la Nouvelle-Zambie, on a des hausses de température, des anomalies de plus 6 degrés. Sur la côte ouest du Groenland, et même en allant jusqu'au Nunavik, c'est-à-dire au Québec arctique et terre de Baffin, on a entre 5 et 6 degrés. C'est tout à fait considérable et, je le redis, c'est l'hiver le plus chaud que l'on ait enregistré dans l'Arctique depuis le début des mesures. Alors cela impacte forcément la formation de la banquise. Alors là, je vais vous faire un petit rappel en images de ce qu'est la banquise, comment elle se forme, comment elle épaissit, comment elle se déforme et comment se produit la débâcle, car vous allez voir les impacts de cette hausse de température sur la banquise. La première chose, ici, vous avez une image de frasile, c'est-à-dire ce sont ces petites aiguilles de glace qui s'imbriquent les unes dans les autres. C'est le premier stade de gel de la mer. Alors, je rappelle les conditions nécessaires. Pour que la mer gèle, il faut que sa température de surface soit de moins 2 degrés, moins 1 degré 9, moins 1 degré 8. Donc, voilà la température pour une salinité moyenne, on va dire de 33 grammes par litre. Donc, il faut cette température, mais ça n'est pas suffisant puisqu'il faut également une mer calme. Une mer qui est agitée ne peut pas geler. Donc, première condition, une température de surface. Et l'on a eu bien du mal à l'atteindre avec le réchauffement actuel dans l'Arctique. Le deuxième stade, c'est ce qu'on appelle le Nilas sombre. Ici, c'est en Terre Adélie. Et vous voyez, la mer a gelé, mais elle est encore très sombre. La glace ne fait que 1 à 2 cm d'épaisseur. Elle est incapable de supporter le poids d'un homme. Cette configuration va durer quelques jours. Et en l'espace de 2 semaines, c'est à peu près le temps, je dirais presque le temps minimal, lorsque vous avez des températures extérieures de l'ordre de moins 15 degrés, eh bien, vous avez la glace qui va se solidifier et perdre sa teinte noire,
qui est tout à fait inquiétante, hein. Lorsque vous marchez sur une banquise et que vous avez par endroits des zones de glace noire, il faut s'en méfier parce qu'elles sont beaucoup moins épaisses, beaucoup plus fragiles. Et là, en 15 jours environ, avec moins 15 degrés extérieurs, vous pouvez avoir donc une solidification. Et là, vous pouvez atteindre jusqu'à 5 à 10 centimètres. Et entre 5 et 10 centimètres, cela peut supporter le poids d'un homme. Ensuite, il y a le vent. Il est très rare qu'un embâcle de banquise se produise sans un épisode de vent. Et le vent va briser cette jeune banquise. Les plaques vont se frotter les unes contre les autres et donner ce qu'on appelle les pancake ice ou glace en crêpe, puisque les bords se frottent et se relèvent. Ça ressemble vraiment à des nénuphars de glace. Donc ça, c'est le deuxième stade, on va dire, généralement un coup de vent après la première glace de l'année. Ensuite, ici, c'est toujours en terre Adélie, où vous le savez, il y a des vents extrêmement violents que l'on appelle des catabatiques, des vents qui coulent du pôle sud même. Et ces vents extrêmement violents qui atteignent fréquemment les 150 à 200 km/h, eh bien, eux sont capables de casser une première banquise qui fait 10 cm d'épaisseur sans problème. Il y a un autre mode de formation qui peut être une forte chute de neige alors que la température de surface est déjà négative. Et donc, vous avez ici une forte chute de neige qui va tenir à la surface de la mer et qui va ensuite se solidifier. C'est ce qu'on appelle le chouga. Et ici, vous voyez par exemple un phoque qui émerge dans cette espèce de bouillie de neige qui, elle, dès qu'il va faire froid, va se solidifier. Il faut bien comprendre que l'eau salée a un point de congélation proche des moins 2 degrés, mais par contre, l'eau douce, vous le savez, gèle à 0 degré. Eh bien, cet apport massif d'eau douce avec la neige fait que cela gèle plus vite en surface à la suite d'une forte chute de neige. La banquise va ensuite continuer à se solidifier, à épaissir. Au cours d'un hiver, on peut atteindre fréquemment les 1 mètre, 1,50 m d'épaisseur. Et là, c'est suffisant pour pouvoir y aller avec des engins tirés de lourdes charges. Il y a bien sûr des tests d'épaisseur avant de s'aventurer, mais vous savez que dans tout l'Arctique, on aménage des routes de glace entre les communautés que l'on teste régulièrement avec des engins, des camions lourdement chargés. Donc les routes de glace sont fréquentes. Ici, c'est en Terre Adélie. C'est les préparatifs pour le raid et la station Concordia. Alors, cette banquise se déforme. Il y a dehors des fissures. Une fissure, c'est lorsque la plaque va se craqueler. Alors, elle se craquelle parce qu'elle est soumise à des pressions, et notamment lorsqu'il y a des icebergs, et là où vous avez des icebergs tabulaires, par exemple en Antarctique, mais aussi par exemple sur le nord-est du Groenland, où on rencontre de très grands icebergs, aussi dans la baie de Disco, eh bien ces icebergs vont exercer des pressions sur la banquise, et très souvent on aura ces fissures lorsqu'elles sont petites, fractures lorsqu'elles vont dépasser 1 mètre de large. Et puis, il y a ces ouvertures non linéaires que l'on appelle des polynies, qui peuvent être récurrentes, saisonnières. Ici, on voit une ouverture dans la glace. Alors, toutes ces ouvertures ont une très grande importance au niveau du climat. Il y a des études récentes qui commencent à comptabiliser en fait les échanges de chaleur et de vapeur d'eau produits par ces ouvertures, que ce soit des fissures, fractures ou polynies. Et puis, il y a la glace qui presse, je l'ai dit, entre un iceberg, par exemple, entre la glace elle-même et la côte, et la glace va littéralement se soulever, se plisser, et ensuite, les blocs vont s'accumuler. Alors, on peut observer ce genre de choses lorsque l'on fait notamment nos croisières au nord-est du Groenland, de très belles crêtes de glace qui vont ensuite être érodées par le vent. La neige va combler les trous et voilà une crête de glace érodée. Donc, c'est à la fois très photogénique, mais c'est surtout symptomatique du passé des plaques de glace. Cela indique son vécu. Et puis, les plaques peuvent continuer à s'empiler, on en trouve quelquefois à la verticale, et pour atteindre les plus hauts reliefs qui sont les hummocks qui peuvent atteindre fréquemment 5-6 mètres de hauteur au-dessus du niveau de la mer, et quelquefois 10 mètres. Il y a des régions côtières notamment où la glace s'accumule et atteint de très hauts niveaux. Et puis, à la fin de l'hiver, le soleil revient,
et la neige qui est à la surface de la banquise fond. Et là, c'est un autre paysage qui s'offre à nous, puisque l'on a des mares de fonte qui vont se mettre dans toutes les dépressions de la banquise. Et ça, c'est tout à fait remarquable et l'on a souvent fait débarquer nos passagers sur ce genre de grandes plaques de glace, ce qu'on appelle un floe, hein, FLOE, avec ces magnifiques mares turquoises. Ici, c'est dans le détroit de Smith, hein, tout au nord du Groenland, au nord-ouest du Groenland, et c'est le stade plus avancé, c'est-à-dire quand les mares de fonte communiquent avec la mer. Donc là, on est très proche de la débâcle. Et enfin, voilà, la débâcle a eu lieu. Ici, on est sur un village côtier du nord-ouest du Groenland, et la seule chose qui reste de la banquise, c'est ce qu'on appelle la banquette côtière, c'est-à-dire l'endroit charnière entre la banquise et la terre. Et ce sont ces dernières glaces qui restent. Et ensuite, on va trouver, ici on est sur les rivages du Canada, les restes de la banquise saisonnière, de la banquise annuelle, jetée à la côte. Et on aperçoit des plaques, hein, entre 10 et 20 cm ici, donc peu épaisses. Et ensuite, eh bien, ces restes de banquise vont s'éparpiller au sein de l'océan Arctique. Et voilà à quoi ressemble l'océan Arctique au milieu de l'été, à une myriade de plaques de glace qui vont être prises par les vents et les courants. Alors, plaques de glace qui sont importantes, ici on aperçoit des morses qui apprécient pouvoir s'y reposer, et également des plaques de glace comme ici, que l'on voit pressées les unes contre les autres avec quelques ouvertures, hein, fractures sur les côtés. Alors, la climatologie de la banquise maintenant. Dans l'Arctique, le maximum d'extension se produit au mois de mars, c'est donc le graphique qui est en haut à gauche de cette image, et ça atteint environ 15 millions de kilomètres carrés. En septembre, c'est le minimum. Voilà ce qui reste de la banquise, donc en haut à droite, et là, il reste environ 5 millions de kilomètres carrés. C'est la banquise que l'on appelle pérenne. Dans l'Antarctique, les saisons sont inversées. Le minimum se produit au mois de mars, et là, vous voyez qu'il reste quelques zones avec de la banquise pérenne, et l'extension maximale, elle, se produit au mois de septembre. Donc des saisons inversées sur les deux pôles. Alors, l'importance de la banquise, elle est d'abord pour le climat, parce qu'elle interagit. La banquise est à la fois, on va dire, victime du réchauffement climatique, mais en même temps, elle l'amplifie. Alors, la première importance sur le climat mondial, c'est que tant qu'il y a de la banquise, il y a un isolant, là en blanc sur ce graphique, le blanc c'est la banquise, un isolant entre l'océan et l'atmosphère. Cet isolant, il est à la fois thermique, cela empêche les échanges thermiques entre atmosphère et océan, mais il est aussi isolant pour la vapeur qui s'échappe de l'océan et qui pourrait nourrir l'atmosphère. Donc, tant qu'il y avait beaucoup de banquise, on avait par exemple au-dessus de la banquise, on avait un climat extrêmement sec, sauf advection bien sûr par des dépressions ou autres, mais c'était vraiment un désert polaire, c'est-à-dire froid, sec au-dessus de la banquise. La deuxième chose très importante, c'est qu'au moment où la banquise se forme, les sels qui sont contenus dans l'eau de mer sont expulsés à la base de la banquise et vont former des saumures. Ces saumures très denses vont plonger vers le fond de la mer. C'est ce qu'on appelle une plongée convective. Et ici, vous avez le grand tapis roulant, ce qu'on appelle la circulation thermohaline mondiale. Et les banquises, que ce soit dans l'Arctique et dans l'Antarctique, jouent un grand rôle, puisque sous la banquise, l'eau se charge en saumure, va plonger au fond de l'océan, plongée convective, pour alimenter la partie froide des courants océaniques qui vont mettre près de 1000 ans pour faire le tour de la planète avant de remonter. Après, on a des remontées convectives, notamment dans l'océan Indien, dans l'océan Pacifique. Donc voilà. Donc l'importance de la banquise pour ces saumures et cet impact sur la circulation thermohaline. Le dernier aspect important de la banquise, c'est son rôle de réflecteur. Tant qu'il y a de la banquise, lorsque le soleil revient dans l'Arctique, à partir du 21 mars au pôle Nord, tant qu'il y a cette banquise, eh bien, jusqu'à 98% du rayonnement solaire est réfléchi vers l'espace. Et donc, tant qu'il y a de la banquise, on peut maintenir du froid dans les régions polaires.
À l'inverse, là où la banquise disparaît, c'est 85% du rayonnement solaire qui pénètre dans l'océan et qui le réchauffe. Donc, avec la banquise, il n'y a que 2% qui pénètrent dans l'océan. Sans banquise, 85. Le facteur est 43 fois plus d'énergie dans l'océan. D'où l'importance de cette réflexion. Et puis, il y a la faune. La banquise est très importante pour la faune. Sous la banquise se développent des algues. Ces algues vont venir colorer l'océan, c'est ce qu'on appelle le bloom planctonique, c'est-à-dire au moment de la débâcle, toutes les algues qui ont été présentes sous la banquise et qui ont réussi à croître avec la lumière qui filtrait sous la banquise, eh bien, ont se développé et d'un seul coup, on a ici, on est dans le détroit de Bering, sur les côtes de l'Alaska, une mer qui est verte parce que toutes ces algues très riches sont à la surface de l'océan. Et la faune, toute la chaîne alimentaire, vous allez avoir les crevettes, les poissons et bien sûr les phoques derrière, toute la chaîne alimentaire va se gaver de ces nutriments dans des eaux qui sont réellement vertes. Et toute la chaîne alimentaire, c'est-à-dire qu'on va trouver d'autres espèces de phoques qui ont besoin de la banquise, notamment certaines espèces de phoques pour mettre bas, hein, c'est le cas ici. À une certaine époque, il faut qu'il y ait la banquise, sinon lorsque toutes les femelles arrivent au moment de mettre bas, s'il n'y a pas de banquise, eh bien c'est toute une génération de bébés phoques qui est perdue et qui se noie. Donc, nécessaire cette banquise pour certaines espèces. Et puis bien sûr, l'ours polaire, qui est au sommet de la chaîne alimentaire dans l'Arctique et qui a besoin de la banquise puisqu'il chasse le phoque principalement, quasi exclusivement sur la glace. C'est le grand arpenteur, les Inuits l'appellent le Pisuttualuk, le grand marcheur, il arpente la banquise sans arrêt pour trouver ces phoques. Et même dans l'Antarctique, la banquise est vitale pour certaines espèces, notamment les manchots empereurs. En Terre Adélie, où on a une colonie de manchots empereurs, eh bien, cette colonie est sur la glace, et les années où la glace manque, où elle se brise trop tôt, eh bien, les poussins qui n'ont pas encore leur plumage définitif se noient. Et ces années-là, c'est toute la population d'une année qui disparaît. Il ne reste plus que les adultes, mais tous les enfants disparaissent. Ce sont des années catastrophiques en cas de débâcle précoce de la banquise. Alors, revenons-en à notre hiver 2025, donc je l'ai dit, le plus chaud jamais enregistré dans l'Arctique, et bien sûr, l'impact a été sur la banquise, l'extension. Alors ici, vous avez un graphe qui montre l'extension de la banquise arctique. Vous avez sur la partie gauche de 0 à 16 son extension, donc on est entre, là, si vous regardez 2025, sur des chiffres de 12 à 14 millions de kilomètres carrés, mais surtout, regardez, sur les 3 premiers mois de l'année, presque jusqu'au mois d'avril, les 4 premiers mois, jamais il n'y a eu si peu de banquise dans l'océan Arctique. C'est une année record pour son extension minimale. Alors, avec un tel début d'année, nous avions de très grandes craintes pour la suite parce que ça voulait dire que le minimum historique d'extension de la banquise au mois de septembre, qui s'était produit en 2012, eh bien, risquait d'être atteint, voire dépassé. Et puis, lorsque l'on regarde maintenant, justement, le minimum s'est produit le 22 mars 2025, de quoi était composée cette banquise? Alors d'abord, on va regarder où elle se trouve. Vous voyez qu'il en manque sur la partie sud-ouest du Groenland et surtout, regardez autour du Svalbard, de l'archipel du Svalbard, il n'y avait aucune banquise à l'ouest du Svalbard et au nord du Svalbard. Il en manquait également. Et si vous regardez l'épaisseur, eh bien, il y avait majoritairement dans le bassin arctique des glaces de l'année, d'environ 1,50 m d'épaisseur, et les glaces les plus anciennes, il y a encore 30 ans, ces glaces les plus anciennes couvraient plus de la moitié du bassin arctique. Aujourd'hui, les glaces qui font 4 à 4,50 m d'épaisseur, ces glaces les plus anciennes, sont drossées contre les côtes du Groenland et de l'archipel arctique. Elles sont le long des côtes, mais il n'y en a plus que très peu, c'est-à-dire le pourcentage de glace ancienne ne cesse de diminuer. Et le corollaire, vous avez moins d'extension et vous avez une glace qui est moins épaisse, c'est que le volume de la glace, lui aussi, a battu des records. C'est le petit graphique qui est en haut à droite. Et là, vous voyez que 2025 était nettement
au-dessous. Là, on parle en milliers de kilomètres cubes de glace dans l'Arctique. On était en dessous de tout ce qui a été mesuré depuis le début des années 80, puisque les mesures satellites ont débuté en 1979 dans l'Arctique. Donc une année record à la fois pour l'extension et pour le volume des glaces. Ça, c'était au mois de mars. La banquise a continué à évoluer au cours de cette année 2025 et vous voyez que jusqu'au mois d'août, on était à des valeurs records. Et puis, sur le mois de septembre, eh bien, on n'a pas dépassé le record historique de 2012. Alors pourquoi? Alors que l'Arctique était chaud, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que l'on n'a pas dépassé ce minimum historique? Eh bien, il faut retourner en arrière, retrouver 2012 et savoir qu'en 2012, il s'est produit un événement autre simplement que la hausse de température. Cet événement, c'est ceci. Alors, c'est une image d'archive. Vous distinguez peut-être, en fait, elle est centrée sur le pôle Nord géographique. On distingue le Groenland. Au centre, ce que vous voyez, c'est une dépression. Alors, en anglais, on l'appelle le Great Arctic Cyclone, c'est-à-dire la grande dépression arctique, puisqu'elle a marqué les esprits. C'était en effet la première fois qu'une dépression si creuse pénétrait dans le bassin arctique. Une dépression, ça génère des vents en tempête à plus de 100 km/h, des vagues qui sont très hautes, et cette dépression, tout à fait inhabituelle, elle s'est produite en 2012 et fort heureusement, elle ne s'est pas reproduite avec la même ampleur récemment. Elle a détruit à elle toute seule en 2012 200 000 km² de banquise, c'est-à-dire presque la moitié de la France qui a disparu, engloutie par les vagues, brassée par les vents. Voilà, 200 000 km² de banquise pulvérisée par cette dépression. Et c'est là où je veux en venir. On parle de réchauffement climatique, c'est vrai quand on parle des températures, mais là, typiquement, il faut parler de changement climatique, c'est-à-dire que des dépressions, aujourd'hui, rentrent dans le bassin arctique, alors qu'autrefois, elles ne le faisaient pas. Donc, c'est vraiment un changement dans la circulation atmosphérique. Il y a dans l'océan Arctique deux courants principaux, le gire de Beaufort, donc circulaire, et la grande dérive transpolaire qui part du détroit de Bering pour sortir par le détroit du Fram. Autrefois, vous voyez les années, il y avait environ 5 ans pour qu'une glace formée, on va dire, dans la mer des Tchouktches atteigne le détroit du Fram. Eh bien, on a vu au fil des années cette dérive s'accélérer. Ça, c'est le deuxième moteur. Le premier, c'est bien sûr la température. Le deuxième, ce sont les dépressions qui peuvent rentrer. Et le troisième, c'est l'accélération de la dérive. Ici, vous avez une image qui est une image d'archive de 2003, mais qui est assez parlante. Vous avez en bas les flèches, les couleurs des flèches indiquent la vitesse à laquelle les glaces sortent du bassin arctique et vont disparaître après dans l'océan Atlantique. Et regardez à l'est du Svalbard, on atteint du 25 km par jour. Donc là, c'est une expulsion massive de glace et cela contribue aussi à la disparition de la banquise arctique. Donc il y a trois phénomènes, la température, ensuite eh bien, les vents, les vagues et la vitesse de la dérive. Voilà autant de facteurs qui influent sur la banquise. Alors, au 15 septembre 2025, on a atteint le minimum d'extension de la banquise et ce n'était pas record en termes d'extension, mais de volume. Oui, si vous regardez le petit graphique en haut à droite, vous voyez que 2025, on était en dessous de tout ce qui avait été mesuré depuis 1979. Et si vous regardez maintenant d'un peu plus près la carte qui indique les épaisseurs de glace, vous voyez qu'il y avait plus de banquise autour du Svalbard et il fallait aller la chercher très, très au nord. Il en restait un peu entre le nord-est du Groenland et le Svalbard, et on avait une grande partie du bassin polaire, notamment toute la partie asiatique, où la banquise manquait à l'appel. Alors, un des impacts conjugués de la hausse des températures et de l'absence de banquise a fait que l'on a aussi battu des records de température de surface de la mer. Souvenez-vous, j'ai indiqué pour la France que l'on avait gagné 1,5 degré sur la partie atlantique, 0,7 degré en Méditerranée. Regardez les valeurs ici. Par rapport à 91-2020, l'anomalie de température dans la mer de Kara et autres, elle dépasse les 5 degrés. Plus 5 degrés de température. On est en rouge vif sur cette partie
entre l'archipel François-Joseph et la Sibérie. Et au nord du Svalbard, on a une anomalie qui est de l'ordre de plus 4 degrés. C'est tout à fait considérable et c'est un signe majeur du changement climatique actuel. Alors, je vais terminer cette présentation par ce qu'il y a actuellement. Voilà la dernière carte des glaces du 6 janvier, après une année aussi catastrophique pour la banquise que 2025. Où en est-on en ce début d'année 2026? Comment vont se présenter les glaces pour l'été prochain? Eh bien, regardez, au 6 janvier 2026, vous avez un petit trait gris qui vous indique la normale, et vous voyez qu'il manque des glaces sur toute la côte ouest du Groenland, quasiment jusqu'à la baie de Melville. Il manque de la glace, il n'y en a pas. Sur les côtes du Labrador, c'est la même chose. Et si vous regardez autour du Svalbard, c'est la même chose. Le nord de la mer de Barents jusqu'à la Nouvelle-Zélande, il y a aussi un manque de glace. Alors, ça, c'est l'extension de la banquise actuelle. Maintenant, si on regarde le volume, eh bien, regardez sur ce graphique, 2026 commence, je me dirais, de plus mauvaise manière encore que 2025. Le volume des glaces est encore inférieur à celui de l'année dernière. Donc l'année commence mal pour la banquise dans l'Arctique avec un volume historiquement au plus bas depuis le début des mesures. Et pour compléter mon exposé, je vais bien sûr donner une image de ce qui se passe actuellement en Antarctique. Donc là, nous sommes au 6 janvier. Là aussi, il manque, vous avez les couleurs en blanc, c'est lorsque vous avez 100% de concentration de glace, mais on voit qu'il en manque un petit peu partout. En Antarctique aussi, on est sur la courbe minimale. Donc actuellement, l'hiver 2025-2026, ça correspond à l'été antarctique, on est en dessous de ce qui a été mesuré et on est en dessous de ce qu'il y a eu en 2024-2025. Donc, en Antarctique aussi, la banquise se porte mal. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vais maintenant répondre aux questions qui ont pu être posées sur le chat. Merci Pierre pour cette présentation. C'est passionnant, hein, bien que ce soit des données qui puissent alarmer, hein, aussi, et qui posent question, et qui posent question aussi sur nos engagements à prendre sur l'avenir. Alors, j'ai vu peu de questions passer. Il est vrai que je n'avais pas rappelé en début de webinaire, hein, que vous avez la possibilité de poser vos questions dans le chat. Alors, je sais qu'il y a des habitués, mais pour les nouveaux venus, n'hésitez surtout pas, hein, il est encore temps de poser vos questions. Une question, ceci dit, Pierre, c'est si la montée de chaleur continue, que risque-t-on dans les 50 prochaines années? Alors, que risque-t-on? Est-ce que la question se pose au niveau global ou pour la banquise? Je peux déjà répondre pour la banquise. Alors, c'est une Tout- question qui tous les était posée. modèles, oui, Ouais. C'était plutôt au début de la présentation. Je pense que c'est au niveau global, mais on peut avoir une double réponse. Je pense que ça sera tout de même intéressant. oui. Alors, je vais commencer par la banquise. Tous les modèles montrent que la banquise va continuer son déclin et elle va franchir un seuil critique. C'est-à-dire qu'il faut bien avoir conscience qu'actuellement, dans l'océan Arctique, à la fin de l'été, au moment du minimum, on est passé en dessous des 5 millions de kilomètres carrés. On pense que quand on aura atteint 1 million de kilomètres carrés, on considérera qu'il n'y a plus de banquise puisqu'elle sera tellement éparpillée ou simplement, seulement, on en trouvera au nord du Groenland et de l'archipel canadien, qu'il n'y en aura quasiment plus. Et ça, cette tendance lourde sur les bases actuelles, on pourrait l'atteindre donc juste après 2050, entre 2050 et 2060. Donc ça marquerait un événement majeur à la fois pour l'histoire climatique, mais c'est surtout les répercussions, puisque je l'ai dit, la banquise a un rôle, et là, eh bien, on irait vers l'inconnu. On ne sait pas ce qui va se passer lorsqu'on aura une telle superficie de mer qui sera ouverte et qui libérera donc de la vapeur d'eau qui permettra à des nuages de se constituer. Là, on est dans l'inconnu total. Donc, c'est un changement extrêmement préoccupant. Pour le reste de la planète, ce qui est certain, c'est que la hausse le taux de gaz à effet de serre dans l'atmosphère
continue à un rythme soutenu. Et même s'il s'arrêtait aujourd'hui, pendant les 30 prochaines années, le réchauffement continuerait. Ça, c'est parce que ces gaz se sont accumulés dans l'atmosphère, et même si la plus grande partie est absorbée par les océans et la végétation, eh bien, on ne pourrait pas freiner le changement. Donc, pour les 30 prochaines années, le climat est déjà écrit, on est toujours sur une hausse des températures. Les glaciers vont continuer à fondre sur ces 30 prochaines années, et le plus préoccupant, c'est la hausse du niveau des océans, puisque là, on a vu qu'on est arrivé à 4 millimètres par an. C'est extrêmement rapide, c'est beaucoup. Et concernant la population mondiale, le premier risque, il est là, c'est le risque de submersion. Ce n'est pas simplement la hausse lente de la mer, mais il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a une dépression, on a une surcote marine. C'est-à-dire que la dépression, il va y avoir des vagues, de toute façon, qui vont passer par-dessus les digues et autres. Et je l'ai dit, 1 millimètre, c'est 200 000 à 300 000 personnes impactées sur les rivages dans le monde. Donc, avec 4 millimètres par an, multiplié par 30 ans, vous voyez les millions, les centaines de millions de personnes qui vont être impactées dans le monde. Ça, c'est le premier impact. Et après, eh bien, pourquoi est-ce que les scientifiques avaient fixé 1,5 degré comme seuil à ne pas franchir? C'est parce qu'après, le climat va être tellement modifié qu'il ne permettra plus aux hommes de maintenir les activités actuelles. Il faut comprendre que l'espèce humaine s'est installée sur des territoires parce que le climat y était favorable. Ils ont pu y développer l'agriculture, ils ont pu développer de quoi se nourrir, ensuite se déplacer et autres. C'était favorable. Eh bien, ce climat favorable, on est en train de le quitter. Et donc, l'humanité s'achemine vers des lendemains difficiles parce qu'il va falloir repenser. On n'aura plus une Terre aussi avec un climat qui permettra de maintenir nos activités. C'est là la très grande inquiétude. C'est voilà, le climat nous était favorable, le futur ne le sera pas du tout pour l'espèce humaine. Concernant l'espèce humaine, oui, et alors je rebondis, justement sur, eh bien, alors la faune, mais la faune, toi qui connais, le Groenland et sa culture, on va parler plutôt, ici des chiens de traîneau. On a une question sur ces chiens de traîneau. Comment s'adaptent-ils, ces chiens de traîneau, qui ne demandent qu'à courir sur la banquise, me demande-t-on? Ah, oui. Ça, c'est un drame. Je l'ai vécu personnellement, hein. J'ai passé une année sur la côte ouest du Groenland, là, dans une petite communauté. Mmh. À l'époque, il y avait 400 chiens de traîneau. Et quand je suis revenu 20 ans plus tard, dans ce secteur, il y avait quasiment plus de banquise et il ne restait que 100 chiens de traîneau. Eh bien, tout Mmh. simplement, les Inuits ne sont pas philanthropes au point de nourrir des chiens de traîneau quand ils ne peuvent plus s'en servir. Donc, l'adaptation passe par ne plus avoir de chiens de traîneau. Ça veut dire qu'on ne renouvelle plus les attelages. On ne laisse plus des naissances parce qu'on n'a plus besoin. Et dans certains cas, hélas, des chiens ont été purement et simplement supprimés, les chiens âgés et autres. Mais oui, non, c'est un drame pour les chiens de traîneau dans tout l'Arctique, on va dire, hein. Il y a très peu d'endroits où il reste suffisamment de glace. Peut-être actuellement sur le nord-est du Groenland, mais voilà, non, c'est un drame. Il n'y a pas une adaptation physiologique, hein. Ce Mmh. qui est, pour les chiens, ces chiens de traîneau sont adaptés à une certaine hauteur de neige, c'est-à-dire ils ont la hauteur des membres à l'avant avec une hauteur de poitrail qui est adaptée. Chaque race de chien de traîneau dans l'Arctique est adaptée à l'enneigement moyen. Bon, là, il y a des modifications dans l'enneigement, mais physiologiquement, ils n'ont pas le temps de s'adapter. Leur espèce ne peut pas, en quelques années, développer une croissance plus grande des membres antérieurs pour s'adapter à la neige. Donc, non, c'est surtout l'utilisation des chiens de traîneau qui fait qu'elle se réduit du fait que moins de banquise, ça veut dire moins de chiens de traîneau. Ça, c'est clair. Et malheureusement, je connais des Inuits qui étaient extrêmement attachés à leurs chiens, mais qui ne peuvent plus en avoir. Ils n'ont plus les moyens, il n'y a plus de banquise. Donc ça, ce sont les traditions donc, qui étaient ancestrales, hein, donc qui Mm. évoluent, aujourd'hui. Une autre question, est-ce que l'on sait évaluer l'âge de la banquise? Oui, bien sûr. Alors, l'âge de la banquise, on l'évalue par rapport. Alors, il y a différentes techniques, mais le mieux, c'est l'épaisseur, hein.
les glaces les plus anciennes, on le sait. Alors, comment est-ce qu'on fait? Par satellite, hein. Aujourd'hui, toutes les mesures sont réalisées par satellite. Il y a des satellites qui sont donc défilants, qui passent par les régions polaires. Ils passent 2 fois par les régions polaires par jour. Et les instruments de mesure à bord sont capables de mesurer très précisément l'épaisseur de ces glaces. Alors ensuite, il y a une autre technique, ça c'est la mesure par satellite, mais in situ, c'est de mesurer la salinité à la surface de la banquise, puisqu'en fait, avec l'âge, cette salinité diminue. Et donc, vous avez par exemple, je crois que c'était un explorateur qui disait que la glace de première année, elle est bonne pour faire de la soupe, puisque en fait, elle contient encore des sels, et la glace de quatrième année, elle est bonne pour faire du thé, puisqu'il n'y a plus du tout de sel à la surface de cette glace. Donc voilà, les deux moyens, c'est à la fois l'épaisseur mesurée par satellite, qui nous indique des glaces de 5-6 mètres d'épaisseur sont des glaces anciennes, et l'âge, lui, par la salinité qui est mesurée à sa surface. Merci Pierre pour cette réponse claire. Alors, on revient sur la faune parce qu'effectivement, on a parlé donc des chiens de traîneau qui font partie de la culture ancestrale, mais quid de la faune sauvage de ces régions polaires? Comment s'adaptent-ils les ours, les phoques, les manchots de l'autre côté de l'hémisphère? Comment s'adaptent-ils eh bien, à cette disparition de la banquise? Bonjour tout le monde, mais je laisserai Pierre répondre à cette question. Pour ma part, je voulais juste intervenir parce que j'ai suivi cette conférence toujours avec les même attention et dire que Pierre a écrit un livre sur la banquise qui est un livre de référence. C'est vraiment l'homme qui connaît la banquise, donc par rapport à lui, il faut tout simplement se taire. Voilà. Maintenant, sur ce, il y a une question que je pense que beaucoup d'entre vous n'ont pas osé poser par décence, par politesse. C'est les voyages là-dedans. Alors, il y a une question, quel avenir pour grands espaces, effectivement. D'abord, je voudrais vous dire que nous, on a un axiome, c'est que de même qu'il faut voir les déserts, il faut voir les jolies villes, il faut voir la jungle, il faut voir le Grand Nord. Voilà. En revanche, comment? Il y a le passé, l'actuel et le futur. Sur le passé, j'ose vous dire que Pierre et moi, entre autres, surtout Pierre, mais moi aussi, nous avons beaucoup souffert. Nous nous sommes pris en pleine figure des risées, des rigolades, des je m'en fous, je fais vulgaire exprès, de la part des gens les plus influents, des ministres, des présidents de la République qui disent de toute manière qu'il n'existe pas le réchauffement du climat. Il y a des gens, heureusement disparus aujourd'hui, qui étaient des anti-réchauffement du climat. Ils ne comprenaient pas. Voilà. Ils ont simplement loupé le train en marche. Mais nous, on s'est battus contre ces gens-là. Ils m'ont énervé. Ça, c'est le passé. Ensuite, maintenant, on est en plein dedans. Alors là, écoutez, tout simplement, c'est compensation à 100%. Je prends un exemple tout simple. Une tonne de fuel, c'est 1 000 €, environ 1 000 $, ça dépend des endroits. En fait, on paye 1 300, donc 30% en plus pour les mesures de compensation. Les compagnies avions ne peuvent plus aller dans ces régions si elles ne compensent pas, donc compensation totale. Ensuite, quel est le futur? On ne peut pas changer les choses en une fois tout de suite. Le côté industriel met 4 ans, 5 ans, 10 ans parfois. Donc, c'est notre réflexion qui date d'il y a déjà plus de 10 ans qui commence à se mettre en œuvre. Et quelle est-elle? La plus spectaculaire, certainement, c'est le bateau Captain Arctic, que nous allons donc revendre et proposer, qui a 90% d'élimination CO2, 90% en moins. Donc, c'est le bateau de l'avenir. Et je vous assure que quand ce bateau, on aime la silhouette ou on ne l'aime pas, il est efficace. Avec des voiles de grande hauteur, couverts de 1800 mètres carrés de panneaux solaires, c'est le bateau et à longueur d'onde. À Reykjavik ou à Itokotomit, on va photographier ce bateau et vous direz, moi j'y étais, parce que c'est le bateau de l'avenir. Ensuite, l'autre chose, on n'en parle pas beaucoup parce qu'on ne fanfaronne pas, on travaille, c'est que nous travaillons extrêmement fort sur, et nous sommes d'ailleurs les seuls au monde, à cette heure et à ce jour, à travailler avec une compagnie suédoise aussi, à vrai dire, nous ne sommes pas les seuls, pardon, pour être honnête, sur un dirigeable décarboné à partir de 2032 à 100%. Et à partir de 2029 à 90%. Pourquoi? Et parce que nous souhaitons, dans les années à venir, une fois les processus industriels en place, mettre en place véritablement des voyages, mais
les plus décarbonés et totalement décarbonés. Sous cet angle, oui, que devient Grands Espaces quand ça a toujours été pionnier et on le sera toujours. Et puis, permettez-moi de vous dire, regardez derrière moi, c'est le toit d'un hôtel. Mon bilan carbone, il est catastrophique. Mais là, je suis très à l'est de l'Europe et j'ai rencontré aujourd'hui à Istanbul une société qui s'appelle Navtech. Pourquoi? Parce que les batteries, c'est une belle chose. Mais quand il y a le feu aux batteries d'un bateau, c'est une catastrophe internationale. Une batterie au lithium qui flambe, vous pouvez la mettre dans l'eau, le feu continue. Or, il y a là un brevet qui a été déposé par une société turque, alors, en l'occurrence, qui permet d'avoir des conteneurs à batterie qui, si je puis dire, où le feu peut être circonscrit rapidement et des conteneurs à batterie que l'on peut installer dans divers endroits. Donc, vous voyez, c'est un petit travail, pas à pas. Il n'y a pas de solution miracle, mais il faut être motivé, il faut prendre la direction, et la direction, on l'a prise à Grands Espaces de manière claire. C'est le cap 2025-2030, c'est d'arriver à un tourisme le plus décarboné possible. Pourquoi? Parce que les choses que Pierre a évoquées sont pour moi une catastrophe, hein, une vraie catastrophe. Hélas, il n'y a pas que ça. Il y a la biodiversité, il y a la pollution. On ne veut pas vous gâcher trop la soirée. Maintenant, sur ce, je voudrais m'effacer, mais c'était, je crois, mon rôle de répondre à des questions que certains d'entre vous se posent de manière évidente. Premièrement, nous voulons continuer à vous montrer ces beautés, mais ce sera de manière différente, avec des bateaux différents, un jour avec des avions différents, et nous y travaillons. La preuve, je suis loin de vous en ce moment, parce que j'y travaille. Et puis je m'en vais. C'est à Pierre maintenant de répondre. Merci Christian pour ton intervention. Tu aurais pu d'ailleurs aussi répondre pour l'adaptation de l'ours, puisque c'est toi le spécialiste de l'ours, mais lorsqu'on parle d'adaptation des animaux, malheureusement, par exemple, si on prend les manchots empereurs, eh bien, il n'y en a pas. C'est quelque chose en Terre Adélie qui nous a vraiment chagriné, c'est de voir que année après année, la même chose peut se reproduire, c'est-à-dire une débâcle précoce de la banquise qui noie tous les poussins de l'année. Et bien malgré ça, l'espèce ne réagit pas et continue, c'est l'atavisme, continue à s'installer sur la même zone de banquise malgré le danger. Donc on voit qu'il va falloir beaucoup de temps, et malheureusement j'espère que l'espèce voilà, ne va pas trop en souffrir, mais il n'y a pas une réaction immédiate. Parmi les adaptations, je crois que c'est encore chez l'ours polaire qu'on trouve les meilleures adaptations. On l'a vu, d'abord, il diversifie sa nourriture. Il est capable il est assez intelligent pour aller chercher sa nourriture ailleurs lorsqu'il ne la trouve plus sur la banquise, à la fois sur des colonies d'oiseaux ou autres, s'aventurer à terre. Donc voilà, et puis maintenant aller un peu plus loin vers le sud, s'accoupler avec d'autres espèces d'ours. Donc voilà, ça fait partie de son panel. Donc effectivement, c'est peut-être l'animal qui montre le plus de signes d'adaptation rapide, en tout cas pour résister à la diminution de la banquise. Merci Pierre pour cette réponse et puis merci Christian pour cette intervention de fin également qui m'ôte ma conclusion, hein, puisque j'avais prévu effectivement de vous parler, hein, de ce bateau, le Captain Arctic. Alors, vous le savez, la protection de la nature, les engagements écologiques font vraiment partie finalement de l'histoire polaire, à travers Christian, entre autres, hein, dont les engagements écologiques naissaient bien avant que le mot ne s'impose dans notre vocabulaire quotidien. Et finalement, c'est notre proximité avec le terrain, avec les scientifiques que nous amenons dans ces régions polaires, qui nous amène à aller encore plus loin dans notre engagement en faveur de ce tourisme toujours plus responsable, plus sobre et le plus respectueux possible des écosystèmes polaires. Alors, comme l'a dit Christian, cela ne se fait pas en un jour. Nous évoluons vers ces tourismes et le Captain Arctic fait partie des évolutions de notre tourisme doux que nous sommes fiers donc de vous proposer aujourd'hui et pour continuer donc à privilégier aussi des expéditions dans ces régions à taille humaine, toujours à bord de
petits bateaux qui nous permettent donc d'être le plus respectueux possible lors de nos débarquements dans ces régions. Eh bien, en tout cas, merci encore Pierre pour cette belle présentation qui nous donne toujours plus de clés hein, sur la compréhension de ce climat. Donc, vous pouvez hein, toujours retrouver Pierre à bord de nos bateaux. Et puis, nous vous retrouvons prochainement, toujours en ligne avec de nouvelles conférences. Vous le savez, hein, restez connectés, partagez autour de vous ces conférences qui vous sont donc communiquées à travers nos newsletters. Donc, n'hésitez pas à partager tout ça et à vous rendre sur notre chaîne YouTube pour voir, revoir tous ces webinaires grands espaces. Merci encore, Pierre, pour cette conférence. Merci à tous d'être toujours aussi nombreux et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Merci.